très tardivement que j'étais orphelin. Je ne m'étais pas rendu compte du caractère un peu exceptionnel, enfin en tout cas que ça n'arrive pas à tout le monde. Donc non, je n'avais pas conscience d'être orphelin. Non. J'avais 6 ans, je vivais avec mes parents et ma sœur. Et un soir, nos parents étaient sortis, donc on était gardés par un babysitter. Et je me suis réveillé le matin, je me souviens, les parents n'étaient pas là. Et pendant, j'estime à une semaine, on ne nous a pas vraiment dit ce qui se passait. Et il y avait une espèce de flou assez terrifiant en fait, de ne pas savoir. Par la suite, on a appris qu'en fait, nos parents étaient morts dans un accident de voiture le soir même. L'enterrement avait déjà eu lieu, tout était déjà réglé. Tout ça est trop violent, ça arrive tout d'un coup, à cet âge-là, moi, j'avais pas d'autre choix que de mettre à distance. On a une capacité à... C'est pas moi, en fait. Moi, je vais bien, donc être orphelin, ça veut dire aller mal. Donc je suis pas orphelin. Et surtout, je suis pas différent des autres. À bien des égards, les enfants qui perdent un parent ne sont pas connus ni par la sociologie, ni par la démographie. Alors évidemment en psychologie un peu plus, mais par les sociologues. Enfin, c'est un petit peu par les historiens, mais très peu en fait où on s'arrête à la guerre de 14 ou de 45. Mais effectivement, il y avait une invisibilité qui était à différents niveaux. Et puis aussi la difficulté pour les enfants qui perdent un parent ou leurs deux parents à se penser et comme orphelins ou à se penser dans cette situation singulière. Et puis il y a une nouvelle vie qui commence à Lyon, alors qu'on était à Paris, avec un oncle et une tante que je connais pas très bien, avec des cousins que je connais pas très bien. J'en ai fait un tabou, hein, le premier. Il est très petit, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Et à l'école, ça s'est répété. Moins j'en parlais, mieux c'était. Par exemple, c'était terrible en classe, les formulaires de sortie ou ce genre de choses, profession du père, profession de la mère. Alors c'est des petits trucs, on se dit c'est rien du tout, mais à remplir, c'était terrifiant. Donc il fallait mettre... qu'est-ce que je mettais? Ils étaient morts, non? Dans un milieu scolaire, les orphelins sont bien souvent invisibles. Les professeurs ne les voient pas, les équipes éducatives ne les détectent pas et on s'aperçoit parfois au bout de 6 mois, 1 an que l'élève effectivement avait perdu son père ou sa mère et que ça permettrait éventuellement de mieux comprendre parfois certaines situations scolaires, notamment soit dans le cadre de l'échec, soit dans le cadre parfois du surinvestissement scolaire. J'avais des problèmes de concentration à l'école, j'avais beaucoup de mal à me concentrer, à apprendre des choses que je ne savais pas faire, retenir des leçons, des poèmes. Les mathématiques, c'était très compliqué aussi pour moi parce qu'il fallait se projeter dans des choses. J'avais plein de pensées qui venaient, qui me perturbaient. La culpabilité, je pense qu'elle est venue après. Je me rends responsable de la mort de mes parents pour mieux la contrôler, quelque part, dans le sens en me disant s'ils sont morts, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal. Donc pour pas qu'un drame revienne, si je suis quelqu'un de raisonnable, de gentil, il n'y aura plus de drame autour de moi. Un enfant de 6 ans, son crime, c'est d'avoir volé du chocolat avant de passer à table, alors que maman le lui avait interdit. Donc dans un monde d'enfants, c'est une faute. Donc si maman n'est plus là, si elle est malade, si elle est morte, c'est sûrement parce que j'ai commis une faute, c'est sûrement parce que j'ai désobéi, ce que dit presque Serge Moati en disant « Après, il fallait que je devienne trop sage et lisse ». J'arrive à la fac, je tombe amoureux d'une jeune fille, voilà. Puis cet amour m'angoisse et du coup là je fais des crises d'angoisse terrifiantes. C'est qu'est-ce que je suis dans mon corps, des sentiments de culpabilité très forts. J'arrive à peine à me lever le matin,
J'ai l'impression d'être au fond de mon inconscient. Et jusqu'au jour où je croise quelqu'un, voilà, une amie qui je lui dis écoute, en fait je peux plus là, il faut que j'aille voir quelqu'un, et qui me conseille d'aller voir un psy, et je vais voir ce psy. Et il me dit bah voilà, vous n'avez jamais fait le deuil de vos parents, et dans un moment de fragilité, voilà, vous passez des examens, vous avez une petite amie avec qui c'est un peu compliqué, bah voilà, vous vous effondrez quoi, tout simplement. Ce qui m'aurait vraiment fait du bien, c'est enfant, pouvoir en parler avec d'autres enfants qui ont vécu la même chose. Et pas avec ma sœur, pas avec mes cousins, pas avec mon oncle et ma tante. Je fais des ateliers pour pas être trop triste de la mort de mon père. Ça me fait du bien, c'est génial. Quand on a fait de la poterie, ça me rappelait quand j'en faisais avec papa. Ce qui compte pour eux, c'est de partager. Et toi, t'es pareil avec tes copines, comment tu fais, tu peux en parler, t'oses en parler. Enfin, ils sont sages, ces enfants, ils ne vont pas déranger, ils vont en principe à peu près bien travailler en classe, donc ils ne vont pas attirer l'attention. On va sous-estimer peut-être ce qui se passe au niveau émotionnel chez eux. Donc c'est ce cadre-là qui leur permet de l'exprimer. J'allais à l'école les matins, je me cachais de tout le monde. À chaque fois qu'une personne passait dans la rue, s'il était sur mon trottoir, je changeais de trottoir. Et s'il s'approchait de moi, je me cachais derrière une voiture. Maintenant, je sors de chez moi, je vais au collège normalement. C'est vrai que d'un point de vue collectif, moi j'ai l'impression de ne pas avoir été vraiment pris en charge. Enfin, alors moi j'ai découvert le CIRP qui permet cet accueil-là, et en tout cas une prise en compte de cette réalité-là. Notre rôle, c'est d'aider principalement des personnes, des associations qui déjà interviennent ou qui ont des projets susceptibles d'intervenir en faveur des orphelins de différentes manières. Le CIRP est là en réalité pour, je dirais, rassembler un peu toutes ces actions, et pour essayer de les mettre en avant, de les populariser, et puis de démontrer qu'en réalité, les orphelins ne sont pas seuls. Un autre grand pan de notre soutien financier concerne des actions de sensibilisation. C'est très concrètement ce que nous avons fait, c'est soutenir du spectacle vivant. C'est aussi sensibilisation d'une population de jeunes avec une comédie musicale qui s'appelle La Maison du bout du monde, hein, qui a été montée par une troupe qui s'appelle Les Enfants de la Comédie, et qui se produit auprès de jeunes dans le milieu scolaire, auprès de centres de loisirs, etc. Nous avons soutenu une pièce de théâtre qui s'appelle Orphelin de Nélis Kelly, qui a été montée par une troupe dans le nord de la France, qui a été reprise dans le cadre du Festival d'Avignon et qui sensibilise, même sur un sujet qui est plus large, mais à la situation et au vécu de deux adultes orphelins dans leur enfance. Au contact de l'OCIRP, je me suis rendu compte que le sujet était complexe, et ça, c'est venu nourrir les acteurs. Une fondation qui décide d'investir dans la culture prend un risque. Et ça a été là quelque chose d'important, dans le sens où c'était un échange. On a la chance que la Fondation soutienne des projets divers. J'ai parrainé le projet qui était porté par Déméor. Donc le projet Déméor, c'est le projet de découverte des métiers de l'informatique en vue de l'orientation des jeunes issus de milieux défavorisés et des orphelins qui sont en situation, je dirais, proche du décrochage scolaire. Ça montre, je crois, l'engagement, l'attachement aussi, l'attachement du personnel pour cette fondation. C'est valorisant de tous les côtés, pour l'association et pour le salarié. On n'est plus dans le traitement de dossiers, traitement de données, on est dans la réalité, dans les causes que l'OCIRP défend, comment agir concrètement auprès de ces personnes, et ça change beaucoup du quotidien et ça permet de redonner du sens à notre action.
c'est avec la naissance de ma deuxième fille que je me suis dit, mais ouais, en fait, je suis orphelin. J'ai perdu mon père et ma mère. Faut pas faire comme si on avait traversé l'épreuve et que l'épreuve était plus là. Cette angoisse, cette souffrance, cette douleur, elle sera toujours là. C'est pas du tout quelque chose qui passe, c'est pas du tout quelque chose qui... je sais pas, genre, allez, maintenant j'ai 65 ans, ça m'est arrivé quand j'avais 11 ans, on va pas... Hein, je pourrais m'en foutre, quoi. M'en foutre, on s'en fout jamais, mais je pourrais prendre de la distance, hein, non? J'ai lu un des livres de Serge Moiti où il raconte son histoire et il parle de ce sentiment d'imposture même. Et ça, c'est très très juste. Régulièrement, quand quelque chose de bien m'arrive, j'ai l'impression que je suis dans l'imposture, que je ne suis pas légitime. Les orphelins, par exemple, de père, deviennent d'excellents pères. Comme si en perdant son père tôt, on compensait tout ce qu'on n'a pas eu avec lui, avec l'enfant qu'on aura. Ma première fille, Clémentine, elle me dit « mais où est ta maman, où est ton papa ?» Alors je lui dis « ils sont morts ». Alors elle me demande « qu'est-ce que ça veut dire être mort ?» Alors on a lu une histoire où un oiseau est mort, donc on essaye de comprendre un peu la mort, mais je veux pas non plus... Voilà, c'est par petites touches, je veux pas non plus je veux pas la traumatiser avec ça parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, c'est plus des traces de vie, des parcours de vie réussis, bien que ce traumatisme ait frappé l'enfant ou l'adolescent à un moment fragile de sa constitution. Et je crois que ça nous aiderait. Ce qu'il faut, à mon avis, au niveau de la société, c'est qu'on commence à en parler. Parce que le principal problème pour l'instant, c'est le silence. Parce que même vous demandez dans la rue aux gens, ils vous disent que les orphelins n'existent plus, puisqu'il n'y a plus d'orphelinat. Donc il faut d'abord en parler. Et ensuite, après, au niveau à la fois des professionnels, des associations et de la recherche, il faut s'y mettre, quoi. Mais il y a beaucoup à faire. Nous allons poursuivre notre action, bien sûr, en soutenant des projets, comme au cours de ces 5 dernières années, mais nous allons surtout développer des pôles d'expertise afin que la Fondation devienne un véritable lieu ressource et lieu d'échange et de travaux sur la situation des enfants et des jeunes orphelins en France. Nous sommes accompagnés avec un comité scientifique d'experts de différents organismes ou de professionnels qui accompagnent la Fondation dans ses travaux de recherche. Peut-être que le rôle d'un comité scientifique, ce serait effectivement d'élargir et d'avoir une approche historique, sociologique, économique, juridique, bref, d'avoir cette pluridisciplinarité qui manque un peu aux études actuellement. Donc tout le travail, c'est de bien former les adultes, de soutenir les parents, les proches endeuillés, pour permettre à l'enfant de trouver ses ressources résilientes et puis de mettre en place ce processus résilient. Pendant longtemps, moi j'ai le souvenir, je n'osais pas aller parler aux gens. Et maintenant, je fais un métier où je parle à la télé, mais ça, je l'ai fait parce que justement, il fallait que je dépasse tout ça, donc il fallait que je prenne sur moi. Aujourd'hui, voilà, c'est ni bien ni mal, c'est juste un fait en fait. Oui, je suis orphelin. Un orphelin devenu adulte, mais je resterai toujours un peu...